Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est déjà la rentrée des classes pour certains tout petits. Vous verrez les images de quelques larmes qui ont été versées ce matin à Sarreguemines. C'était à l'institution Sainte-Chrétienne-La-Salle. On est sans doute nombreux à se dire qu'on aimerait bien être encore un peu en vacances. Reste les souvenirs, on en parlera tout à l'heure avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Mais on commence d'abord cette émission avec un tour d'horizon de lecture en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. C'est déjà la rentrée à l'institution Sainte-Chrétienne-La-Salle à Sarreguemines. 104 élèves de maternelle sont répartis dans 4 classes, soit une moyenne de 25 élèves. Les tout petits de 2 ans pleurent évidemment davantage que leurs aînés déjà familiers des lieux. Mais cette pré-rentrée, sans les plus âgés, limite crise de panique et de larmes. L'établissement est sous contrat avec l'État mais relève du privé, ce qui lui donne notamment une souplesse au niveau de l'organisation, d'où cette rentrée un 30 août. L'école élémentaire d'Étain a été relookée pour la rentrée. La durée des vacances aura tout juste suffi pour terminer les travaux d'isolation et de crépissage des murs extérieurs d'un bâtiment qui date des années 60. Si l'esthétique était le souci de la collectivité, il n'était pas le seul. 15 cm de polystyrène recouvrent désormais les murs, ce qui va fortement diminuer les coûts de chauffage pour la commune, mais également pour Schmitt-Villers qui fait partie du regroupement pédagogique. Pas de coup de chaud au musée du sabot à Sourtes, même pendant les étés caniculaires. C'est un bâtiment passif, conçu en bois naturel et disposant d'un puits canadien qui fonctionne sur le principe de la géothermie. Une conception de 2010 qui permet de rafraîchir le bâtiment en été et de contribuer à le chauffer en hiver. De quoi permettre aux visiteurs de découvrir l'histoire du sabot tout au long de l'année. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Puits canadien, clim ou ventilateur, vous en aurez besoin demain. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et oui, demain, de belles éclaircies vont se développer. L'après-midi, le ciel restera bien ensoleillé malgré quelques nuages. Les températures seront comprises entre 15 et 18 degrés le matin. Les maximales iront de 30 à 33 degrés, très au-dessus des normales de saison. Profitez-en car dimanche, les températures vont baisser. Le matin, nous garderons du beau temps avec quelques nuages. L'après-midi, le ciel va commencer à se couvrir. Les températures seront comprises entre 14 et 22 degrés. Demain, nous serons le samedi 31 août et nous fêterons les Aristides. Le soleil nous accompagnera de 6h46 à 20h16. Et peut-être que vous pourrez profiter des fortes chaleurs de demain pour vous promener par exemple au bord des étangs, comme celui de Saint-Louis-les-Beach. Merci beaucoup à Charles Schaeffer pour votre belle photo. Et si vous partez par exemple en balade, n'hésitez pas vous aussi à nous transmettre vos photos par mail ou sur notre page Facebook. Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. J-2, J-1 et tout d'un coup, jour J, on imagine le décompte pour les parents scolarisant pour la première fois un enfant en maternelle. Et sur le terrain, Marie-Luc a effectivement constaté que les adultes sont stressés. La preuve en images, ce matin, c'était déjà la pré-rentrée pour les plus petits à l'institution Sainte-Chrétienne-La-Salle à Sarreguemines. Regardez. 7h45, les parents se pressent devant les portes de l'établissement. Aujourd'hui, c'est jour de pré-rentrée à l'institution Sainte-Chrétienne-La-Salle à Sarreguemines. Parmi les élèves, Mia, 3 ans, accompagnée par ses parents. Elle lui a tout simplement expliqué qu'il y aura plein de copains, plein de copines, plein de jeux qu'elle allait apprendre. Et puis, ouais, tout simplement comme ça. Hein. On a commencé à lui préparer en faisant des petits jeux à la maison, en jouant un peu le professeur. Et puis voilà, quoi. Elle s'est bien amusée. Pas de stress du côté de la petite fille. Pourtant, elle n'a jamais été scolarisée auparavant. Les conditions sont donc optimales, car l'école est désormais obligatoire à partir de 3 ans. Chez les petits, pas de remue-ménage.
tout se passe dans le calme. Là, il y a beaucoup d'enfants qui étaient déjà en toute petite section l'année dernière et qui connaissent l'école. Ils me connaissaient déjà, ils connaissaient un petit peu les locaux, donc ils sont habitués. En revanche, les tout petits sont globalement effrayés par le départ des parents et l'environnement scolaire. Mais l'ensemble du personnel enseignant est mobilisé pour que le passage se fasse en douceur. Et oui, depuis cette année, la scolarisation est obligatoire à partir de 3 ans. Au niveau de l'établissement, un contrôle doit être effectué car retard et absence seront désormais suivis chez les petits à l'image de leurs aînés, les élèves de primaire. Mais 3 ans, c'est un âge qui nécessite quelques précautions et exige une certaine méthodologie, comme nous l'explique Sébastien Marchal, chef d'établissement coordinateur. Focus sur les maternelles au micro de Marie Luff. Est-ce que les premières minutes sont importantes pour cerner l'ambiance de l'année scolaire à venir ? Oui, les premières minutes sont importantes et les premiers pas des enfants sont importants dans l'établissement. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé depuis plusieurs années maintenant de faire rentrer uniquement les petits et les tout petits le matin. Ce qui nous permet de monopoliser les 4 enseignantes de l'établissement, plus les aides maternelles, plus les éventuels AVS pour accueillir les enfants qui, pour eux, c'est les premiers pas dans l'école et donc ils sont accueillis dans de bonnes conditions. On a beaucoup de personnel pour les accueillir. En quoi l'accueil des tout petits, donc les 2-3 ans, est différent de celui des plus grands, 4 ans, 5 ans ? Alors les tout petits, les premiers objectifs qui sont visés pour ces enfants de 2 ans, c'est les relations sociales qu'il faut construire avec les autres camarades, apprendre à partager des espaces, des objets, apprendre à se structurer dans le temps. Donc ça, ce sont des objectifs qu'on vise à travers la première scolarisation chez les tout petits. L'accueil, le fait que les parents ne restent pas dans les locaux, ça compte aussi pour la sociabilisation, pour l'apprentissage, pour l'autonomie ? Je ne sais pas si ça compte, mais avec l'expérience et avec le temps, on voit que plus les parents restent dans la salle de classe, plus la séparation est difficile. Donc c'est pour ça que on laisse les parents accompagner les enfants dans la salle de classe, passer quelques petites minutes avec leur enfant et après on leur demande gentiment de quitter la salle parce que plus on attend, plus la séparation sera douloureuse et plus les pleurs vont apparaître. Une poignée de fonctionnaires des finances publiques de Metz et de Sarreguemines étaient au marché ce matin. Évidemment pas pour faire des courses, mais pour tirer la sonnette d'alarme. Ils ont passé la matinée à alerter les passants contre la réforme des finances publiques et surtout la fermeture du centre des impôts de Sarreguemines pour les particuliers et les entreprises qui seraient redirigés vers Forbach et Saint-Avold. Ils ne croient pas aux promesses de permanence. Pour eux, la trésorerie de Beach serait aussi sur la sellette. D'autres actions sont programmées. Le 6 septembre, ils seront sur le marché de Forbach, le 13 à Saint-Avold et une journée de grève est prévue le 16 septembre. La ville de Beach ne sait pas si elle conservera sa trésorerie ni sa 4e fleur. Le jury national du label Villes et Villages Fleuris de France est venu inspecter Beach. Sur le bulletin de notes, les espaces verts ne sont pas les seuls à être pris en compte. Les critères d'évaluation sont très variés. Précision dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'était le moment d'arborer tous ses atouts. Le jury national du label Villes et Villages Fleuris de France était de passage ce mardi pour évaluer la ville de Beach. Les membres ont été reçus par le maire et le responsable technique de la commune. Au programme, un parcours à travers les différents aménagements et lieux iconiques de la ville. Le Grand Nichoir, la Citadelle ou encore le Jardin pour la Paix, rien n'est laissé de côté. Une occasion de valoriser le patrimoine végétal et historique. Les 4 évaluateurs attentifs se sont attardés sur chaque détail avec une grille d'évaluation bien établie. Je dirais que le premier critère, c'est quand même la volonté politique d'apporter une attractivité pour la commune, une attractivité et un bien-être aussi grâce au cadre végétal. L'image et la qualité de vie ne suffisent pas. Les aménagements doivent présenter une utilité d'un point de vue social et environnemental. Les animations, les fêtes, le lien social, tout ce qui peut rapprocher les habitants à se rencontrer, à sortir de chez eux. Et il y a aussi tout le volet environnemental, c'est-à-dire respecter les sols, faire des économies d'énergie avec l'éclairage public par exemple, avec la gestion de l'eau et puis protéger la biodiversité. Toutes ces installations ont un coût. La ville dispose d'un budget annuel de 280 000 € pour le fleurissement, dont 90 000 pour de futurs investissements. Les idées ne manquent pas, le maire peut compter sur la créativité de ses techniciens. Bah oui, forcément, on est fiers de sa ville et le maire que je suis est surtout fier des équipes techniques
des espaces verts qui sont là et qui font un travail admirable. Malgré le sérieux affiché par le jury, la visite s'est déroulée dans la bonne humeur. Madame la Présidente, un rapide avis sur Beach avant les résultats ? La créativité qui domine, l'élégance et la beauté des aménagements. Il faudra s'armer de patience. Rendez-vous au mois de novembre pour connaître le palmarès 2019 et le verdict pour Beach. Vous avez peut-être déjà visité le musée du sabotier à Sourtes. Outre les sabots, il a une autre particularité bien à lui, c'est un bâtiment passif. Construit en 2010 avec du bois naturel, il permet de limiter les coûts en énergie. C'est aussi un paradis en période de canicule puisqu'il n'a pas besoin de climatisation. Marie-Morgane Lorenz s'est intéressée à ce bâtiment innovant. Son architecture est un clin d'œil à l'ébauche des sabots avant d'être creusée. Mais la ressemblance va plus loin. Comme la chaussure, le musée du sabotier de Sourtes a été construit en bois. Une structure innovante qui lui permet d'être un bâtiment passif. Il fonctionne grâce à un puits canadien basé sur la géothermie. Il utilise l'inertie thermique de la Terre. C'est de là que part un tuyau de 30 cm de diamètre enfoui à 1,50 m sous terre. Donc ce tuyau, c'est là que l'air est aspiré. En été par exemple, il se rafraîchit sous sol et est diffusé à l'intérieur et ça fait une climatisation naturelle. Et en hiver, c'est l'inverse. Donc l'air se réchauffe sous terre et est de nouveau diffusé dans le musée. Le toit est en cuivre et d'épaisses couches de laine de verre permettent une bonne isolation. Lors des fortes chaleurs en été, le bâtiment fonctionne donc sans climatisation et la température y est agréable. On se rend vraiment compte que quand on ressort à l'extérieur, quand on rentre, oui, on est bien, mais après quand on ressort et qu'on retrouve la chaleur, c'est comme un coup de massue. Et ça, c'est vraiment parfait de ce côté-là. Et en hiver, le bâtiment peut être chauffé grâce à un poêle nordique. L'association des Amis du musée du Sabotier fait donc des économies. Nous n'avons aucune dépense d'énergie. Finalement, le bois qu'on met dont on a besoin en hiver, ce sont les chutes du bois qu'on a quand on fait les démonstrations, etc. Donc comme énergie, juste l'électricité pour nous éclairer, c'est tout. Et à l'intérieur, aucun coup de peinture n'a été effectué, le bois reste naturel. Le bâtiment a été construit en 2010 par la communauté de communes du Pays de Beach et son histoire intéresse aussi les visiteurs qui passent la porte du musée. Chaque année, il accueille environ 2000 personnes. Et si vous allez à Sourtes, vous pourrez aussi découvrir un document très ancien. Le musée vient de faire l'acquisition d'une planche qui regroupe toutes les opérations et les ustensiles nécessaires pour la fabrication du sabot. Elle date de 1764 et est tirée du livre de l'exploitation des bois de Duhamel du Monceau de l'Académie royale des sciences. C'est Jean-Marc Gel, petit-fils d'un sabotier, qui a transmis le document au musée. Et maintenant, c'est un témoignage que nous vous livrons, une histoire banale sur fond de conflit social qui bascule en drame. Marie Luff est partie à la rencontre d'un gilet jaune gravement blessé à Sarreguemines au début du mouvement. Un accidenté de la vie qui se livre. Pourquoi ? Regardez. Sébastien Chausser, 43 ans, gilet jaune. Happé par un automobiliste dans la nuit du 14 au 15 décembre, alors qu'il prend part à une manifestation sur un rond-point à Sarreguemines. À ce moment T, sa vie bascule. Une fracture de la clavicule, 5 côtes. Après, j'ai eu 3 tassements et 3 fractures au niveau de la colonne vertébrale, L1, L5 et L7, je crois. Après, il y a eu double fracture du bassin, hanche et cotyle. Et j'ai eu des ponctions au niveau des genoux, parce que j'ai heurté violemment le bitume, on va dire. Sébastien est un battant. Après une immobilisation de plusieurs mois, le voilà qui se tient debout. Les béquilles évitent de fragiliser davantage son squelette. Il a été hospitalisé à Robert Pax pendant plusieurs semaines, avant de passer plusieurs mois au centre de rééducation du Auberg. Il vient de s'installer dans un appartement à la décoration sommaire. Pour combien de temps, il ne le sait pas, ses revenus ont largement diminué. Son unique bien, sa voiture. Un échappatoire aussi, lorsque le moral flanche. J'ai perdu énormément d'amis. Comme il disait aussi, la famille. Bon. J'en ai pas vu beaucoup. Et maintenant, se rapprocher de qui, je sais pas trop. Peut-être des gens de ma famille, mais la plupart, ils ont déménagé.
Est-ce que je vais faire la même chose ou je vais me sédentariser sur Sarreguemines? Ça dépend de l'avenir. Ça, on verra ça par la suite. Déjà d'un point de vue professionnel, est-ce que je suis encore capable de travailler comme avant? Ça, Dieu seul le sait. Et puis, déjà un équilibre, c'est déjà avoir un appartement et avoir une situation. Au moment de l'accident, il aurait dû commencer une formation de 12 mois comme chaudronnier-soudeur, avec à la clé un potentiel CDI. Si la direction de l'entreprise semble ne pas vouloir le lâcher, lui reste pragmatique. Il faudra d'abord évaluer sa perte d'autonomie. Une opération du bassin semble à terme inévitable. Mais elle est très risquée. Alors pour l'instant, il fait comme il peut. Il avance. Comme ce jour où une rencontre est organisée avec le chauffard. Je lui ai dit clairement, voilà, tu es d'un jeune âge, tu avais déjà une voiture assez puissante, une BMW dans la main d'un gosse de 19 ans, en plus qui a paniqué au lieu de freiner, accéléré, et se retrouver dans le cas de figure à provoquer un accident, c'est horrible, dans les deux sens. Autant pour lui d'un point de vue psychologique que pour moi d'un point de vue physique. Je lui ai dit, je te pardonne ce que tu as fait, mais mon corps, toute ma vie, il va se souvenir de cet accident-là, à ce moment T. L'affaire se poursuivra entre assureurs et au tribunal prochainement. Sébastien Chausser a souhaité témoigner devant notre caméra pour une raison. Que les gens soient conscients que la route, c'est déjà pas un jeu, qu'ils soient déjà plus vigilants d'un âge certain, d'un jeune âge ou d'un âge plus prononcé. Qu'il soit prudent et qu'il fasse attention aux piétons, déjà. Ce serait déjà pas mal. Dans un instant, sur un ton beaucoup plus léger, on évoquera les souvenirs de vacances et on reviendra sur une semaine d'actu en Moselle-Est. Vous ferez aussi la connaissance d'un menuisier pas du tout comme les autres. A tout de suite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Le mois de la mode, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle pour la braderie le 8 septembre de 10h30 à 19h30. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas Anne Etchegoyen et ses choristes basques ce dimanche 1er septembre à l'espace Cassin à 18h. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Le restaurant Victoria à Vitrin, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. Gérard est l'heureux propriétaire de ce scooter électrique. Moderne, pratique et confortable, il lui a rendu l'autonomie en toute sécurité. Avoir un scooter, c'est super! Redécouvrez le plaisir de vous déplacer. AVS Médical vous propose une dizaine de modèles adaptés à vos besoins. Venez les essayer dans nos boutiques. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez.
On va faire un réglage. Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. On va maintenant voyager avec nos internautes. Voici la question du jour. Gardons encore à l'esprit nos vacances. Dites-nous dans les commentaires quel est votre plus beau souvenir. Alors Marie-Morgane, quels sont les plus beaux souvenirs de nos internautes? Alors pour Lucie, c'est une rencontre. Elle était en vacances à La Rochelle et elle a croisé Passepartout de Fort Boyard. Elle nous a envoyé une petite photo. Le souvenir de René, lui, remonte aux années 70. Il nous raconte: nous étions en Autriche sur un parking en haut d'un col et un touriste voulait prendre en photo la vallée et une vache, mais il avait beau montrer à la vache où se positionner pour faire le cliché, elle ne bronchait pas. Donc on ne sait pas si finalement il a pu prendre sa photo ou pas. Et Anne nous écrit: mon plus beau souvenir de vacances, c'est la découverte cette année de Sacalobra et son canyon à Majorque a coupé le souffle, sinon l'ascension du Teide à Tenerife l'an dernier. Merci Marie-Morgane, et c'est vrai que ça donne envie de voyager. Il n'y a pas que les souvenirs qu'on garde en tête, il y a aussi ceux qu'on rapporte dans sa valise. On a justement demandé aux passants ce qu'ils rapportaient de leurs vacances. Voici leur réponse. Lorsque vous partez en vacances, vous ramenez des souvenirs? Oui, ça m'arrive, oui. De quel type? Ouais, ça peut dépendre, ça va dépendre de la région où je vais aller. Si jamais ça peut être une boisson, si jamais il y a une boisson connue de la région, ou alors même des denrées alimentaires. Oui, ça m'arrive, oui. Ouais. Surtout les habits. Et lorsque vous partez en vacances, vous ramenez des souvenirs? Ouais, on essaie franchement des petits bracelets, des petits colliers, ou même des photos souvenirs. Je me promène partout, dans la ville, et je regarde quelque chose qui me plaît pour mes amis, pour ma famille, et après j'achète. Quels souvenirs ramenez-vous de vacances? En général, des petits souvenirs avec le nom du lieu où on était, tout simplement, dans les petits magasins, ou ne serait-ce qu'un bracelet, un petit collier, des choses comme ça. J'ai ramené de Cuba, je ramenais un cendrier avec le cigare dessus, par rapport au pays où on est, quoi, hein. Donc en fonction du pays, quoi. Pour vous, quel est le plus important, les souvenirs que vous gardez en mémoire ou les souvenirs que vous ramenez? Les souvenirs qu'on garde en mémoire quand même. C'est quand même beaucoup plus sympa que quelque chose qui est matériel. Le matériel peut en fait permettre de nous rappeler les souvenirs, mais c'est vraiment les souvenirs les plus importants pour moi. C'est ça qu'on n'oubliera jamais. Je veux dire, les trucs qu'on achète, des fois ça se perd et puis on les oublie. Mais les moments qu'on passe avec les enfants, tout ça, on les oubliera jamais. Je dirais largement les souvenirs que je garde en mémoire, les couchers de soleil, la plage, les souvenirs en famille, quoi. Pour vous, quel est le plus important, les souvenirs, les objets, ou alors les souvenirs que vous avez en mémoire? La mémoire, après les photos, donc on fait beaucoup de photos, donc photos et un petit souvenir, quoi, avec. Hein. Les événements, les lieux, les atmosphères, même les odeurs presque. Et lorsque vous partez en vacances, vous vous organisez pour ramener des souvenirs? Non, pas toujours. Si jamais il y a quelque chose qui me plaît, je le prends, sinon c'est pas quelque chose que j'y pense. Ça se fait sur un coup de tête. Je vais au petit marché, voilà quoi, hein, je m'organise pas plus que ça, hein. On va dans le marché du coin et voilà. Hein. On se promène en ville et quand il y a un magasin ou une boutique qui me plaît, je rentre dedans et je vais voir ce qu'il y a dedans. Pas vraiment une organisation pour ça, hein. Si on achète au feeling, généralement le dernier jour. Voilà. Il y en a qui voyagent pendant leurs vacances et d'autres qui ont l'opportunité de partir pour travailler. Installé à Binin, Rémi Zorn est menuisier de métier. Le travail du bois, mais aussi la moto, la chasse, Rémi a de nombreuses passions. Un jour, alors qu'il œuvre sur un chantier, on lui propose de réaliser des travaux un peu plus loin que d'habitude, en Russie. En contrepartie, les frais de son voyage sont totalement pris en charge. Rémi accepte, sa vie prend alors un nouveau tournant qu'il nous raconte dans ce reportage de David Orès.
J'étais le menuisier du village dans le temps. J'ai beaucoup de passion. Je fais de la moto, je suis aussi chasseur. Et puis un de mes plus grands, c'est les voyages. J'ai été 4 fois de suite ou 4 années de suite en Russie, passant par Moscou, Saint-Pétersbourg jusqu'au cercle polaire. Un de mes chantiers m'a ramené chez une personne dont la nièce habite en Russie et qui cherchait toujours des volontaires. Des volontaires pour faire n'importe quoi, donc que ce soit des travaux d'entretien ou peu importe. Eux, ils s'intéressaient principalement aux loups, donc tous les travaux de comptage pour la régularisation. Donc ils savent que s'il y a tant et tant de traces de loups, c'est qu'il y a tant et tant de meutes, et la meute doit avoir tant et tant de nourriture, c'est régulé. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la vie simple, avoir de quoi manger, avoir de quoi avoir chaud. Et puis l'entraide aussi beaucoup, qui est très très importante dans ces pays-là. Il y avait un couple volontaire comme moi aussi, et puis eux, ils avaient acheté des terres au Chili et ils m'ont dit, si un jour tu veux venir au Chili, c'est les mêmes travaux à peu près, c'est des travaux d'entretien ou de bricolage, ou il y a de tout. Alors c'est comme ça que je me suis proposé, je suis parti au Chili. C'est complètement différent. Les gens, ils sont déjà un peu plus joyeux que les Russes. Eux n'ont pas la même culture que nous, ils mangent plutôt de la viande, comme ils sont éleveurs, beaucoup de viande, pas beaucoup de fruits. Ou pas beaucoup de légumes non plus. Et la vie est très dure aussi, ils sont très pauvres, tout est très cher puisque tous les produits viennent du nord pour aller dans le sud, donc tout est une question de transport, donc tout revient très très cher. Imaginez-vous en été, donc c'est que des pistes, donc vous roulez en voiture, vous avez au moins une traînée de poussière derrière vous, je sais pas, 500-600 mètres, peut-être 1 kilomètre, et les gens ils sont dedans en vélo, donc ils en souffrent énormément. Et le village, vous ne trouvez rien, vous ne pouvez pas vous dire vous allez faire les courses au supermarché, il n'y a rien. Donc il faut tout ramener, donc c'est très contraignant. Principalement, c'est du volontariat, donc on est pris en charge, mais en contrepartie, on fait des travaux. De mon métier, je suis menuisier. Je n'aurais jamais cru qu'un métier aussi simple puisse me ramener aussi loin. Si quelqu'un a l'occasion de le faire, il ne faut pas hésiter. Je suis parti la première année en Russie sans connaître un mot de russe, sans savoir où j'allais, sans savoir où... J'avais rien du tout. Ma route était officielle jusqu'à Moscou et après, personne ne savait où j'étais. Donc, il ne faut pas avoir peur. On rencontre toujours des gens bien, même n'importe où. La première année, quand je suis parti en Russie, je me disais toujours, j'arriverai jamais à m'acclimater là-bas, ça va être trop difficile, ça va être un choc quand je vais arriver là-bas, nous on a tout. Et puis en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. J'ai eu beaucoup de mal quand je suis revenu à me remettre à ce... Je trouve toujours que les gens chez nous sont fous, entre guillemets, parce que nous on a tout. On a des salles de bain, on a des maisons immenses, on a chaud, on peut acheter dans les supermarchés ce qu'on veut, alors que dans ces pays, il n'y a rien. Et une belle aventure. On termine cette émission avec un retour sur les temps forts de l'actualité en Moselle-Est avec vos télévisions locales TV8 Moselle-Est et Mosaïque Cristal. Voici le résumé de la semaine. Je vous laisse découvrir et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi dès midi. Ça déménage pour les petits de 6 jours à 16 ans. Le service pédiatrie de l'hôpital Robert Pax est en effervescence. Le personnel a été renforcé pour assurer d'ici lundi soir le déménagement complet, tout en maintenant le service d'hospitalisation ouvert. L'hospitalisation des petits était au 5e étage, les consultations et les urgences étaient au 4e. Désormais, tout sera regroupé au rez-de-chaussée. Le 22 août 1919, Raymond Poincaré, alors président de la République, se rendait à Bitche pour remettre officiellement la Légion d'honneur à la ville. 100 ans plus tard, le 24 août 2019, la commune a organisé la reconstitution de ce moment historique pour la cité fortifiée. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a fait le déplacement pour l'occasion. Les habitants également étaient au rendez-vous.
En dehors du 500 mètres, destiné aux plus jeunes, les 3 autres courses, 1250 mètres, 3 km et 5 km, permettaient aux nageurs de marquer des points pour leur club en fonction de leur classement dans le cadre de la Coupe de France des clubs. Mais il n'y a pas que les licenciés des clubs de natation qui ont plongé dans la Sarre samedi, c'était ouvert à tous. Et comme il s'agissait de nage en eau libre et à Sarreguemines, il y a une participante qui ne pouvait pas rater l'événement, c'est évidemment Aurélie Muller. Une aubaine pour les organisateurs puisque la championne attire du monde. Ça va faire du bruit. Pour la première fois, un Grizzly sera visible à Sarreguemines. Un train Grizzly de 120 mètres va meuler les rails sur l'axe Sarreguemines-Annweiler. Ces travaux d'entretien de la voie ferrée vont se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et 7h du matin. Beach s'est montrée sous son meilleur jour, mais conservera-t-elle sa 4e fleur? Le jury national du label Villes et Villages Fleuris de France a fait sa tournée d'inspection, guidée par le maire et les techniciens de la commune. Sur la grille d'évaluation du jury, les critères sont très variés. Verdict en novembre. Récits du dehors, c'est un festival itinérant de lecture dans des lieux insolites, mais liés à l'histoire racontée. Ces lectures dans la nature sont organisées par la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. La première histoire, consacrée à un élevage de bisons, a tout naturellement trouvé son cadre dans le ranch des bisons à Petit-Réderchin. Il y a 2 choses, c'est chansons engagées oui, mais aussi chansons à faire découvrir des groupes comme par exemple les Cowboys Fringants, que peu de personnes connaissent, enfin il y a des gens qui connaissent bien sûr, mais assez peu. On a envie de partager des choses que les gens n'entendent pas sur les ondes. Alors, on parlait des Garçons Trottoirs, qui est un groupe qui est entre Metz et Strasbourg, donc c'est plus local, Carpath, enfin voilà, des petits groupes qu'on a envie de faire découvrir. C'est un petit peu notre truc, et de la chanson engagée aussi, oui, beaucoup quand même. Voilà, on reprend quelques paroles de chansons qu'on refait, il y en aura d'autres tout à l'heure aussi encore. Voilà. Avec les animations, avec Timber Sport, le bûcheronnage, donc le bûcheronnage sportif, les balades en poney, les professionnels canins, les métiers du bois. Je ne saurais pas vous dire le nombre de stands, mais la forêt est bien remplie. C'est quoi? Des pommes de pin? Pour encenser la nature, mais surtout la forêt, des animations sont organisées pour ravir petits et grands durant ces 2 jours de fête. Ouvrir un compte en banque dans un bureau de tabac, c'est désormais possible. Créés en 2014, les comptes Nickel connaissent un succès grandissant. Ouverts en 5 minutes, sans condition de revenu, ces comptes sont accessibles à tous, simples et pratiques. Guy Pierrot, gérant du débit de tabac La Tabatière de Frémin-Merlebac, fait figure de pionnier. 1900 comptes de ce type ont déjà été ouverts dans son commerce. Pour la période estivale, normalement, elle trouve assez dans les parcs, et vu que c'est assez sec en ce moment et l'herbe ne pousse plus assez dans les parcs, on est obligé de les nourrir en plus, quoi. Une fois de plus cette année, car Ruben voit ses pâturages brûler pour la 2e année consécutive. Et s'il se retrouve à court de fourrage, il faudra en acheter ailleurs. De quoi alourdir le coût de production. Il aura fallu à peine 4 mois pour installer le bâtiment. Le local de 42 mètres carrés, parfaitement fonctionnel avec ses 3 pièces, sa cuisine et sa salle de bain, répond aux normes thermiques RT 2012. Le local commercial n'a pas encore été attribué, mais 2 entreprises locales ont déjà fait part de leur intérêt. À l'arrière, Denis a installé 7 autres conteneurs qui, eux aussi, ont déjà trouvé preneur. Ils servent d'espace de stockage pour des particuliers ou des entrepreneurs du coin, comme Eric. Le chauffagiste de Diblin apprécie sa proximité et son côté pratique. Séance photo improvisée pour les acteurs du film. Ils ne sont pas encore aussi connus que leurs prédécesseurs, José Garcia, Gilbert Melki ou Vincent Elbaz, mais ils intéressent déjà le public. Notamment une certaine famille Benamou qui partage son nom de famille avec un des personnages du film. Pour ce public de fans, il a fallu attendre 8 ans pour que les scénaristes relancent la machine. Le résultat, un film drôle et réussi à la hauteur des précédents. Il a été projeté en avant-première au Méga-Kiné de Frémin-Merlebac. À cette occasion, le public a pu rencontrer une partie de l'équipe du film, les 2 réalisateurs et 3 des acteurs principaux.